j'ai mis ça du côté d'Erikson, qui était préoccupé par la causalité des actes de Luther, qui était occupé par l'identité, puisque quand il y compare à Hitler, je dis, mais qu'est-ce qu'Hitler vient faire? Oui. Et là, donc, cette identité, comment elle se construit, n'est-ce pas? Ça fait partie des digressions. Voilà, non, mais c'est l'intérêt d'Erikson, qui était quand même un spécialiste de l'identité. De la jeunesse. Et aussi dans la méthode de régression, parce qu'il parle beaucoup de régression. Et voilà, la régression qui était, je pense, dans le courant anafreudien, qui était très important. Je pense qu'il parle beaucoup de régression comme une espèce de À l'époque, tout le monde parlait de régression. Il y a tout un chapitre sur la... C'est vraiment Lacan qui a coupé avec cette question de régression. Donc, on sent, voilà, sa formation à travers... le récit, enfin, l'analyse qu'il essaye de faire de la jeunesse de Luther. Et on sent cette préoccupation, causalité, identité, régression. Parce que ce stade, forcément, on peut être un stade et régresser à un stade d'avant. Je voulais parler du rapport de Luther avec, sur la question du libre arbitre et du cerf. Alors, c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de libre arbitre et de cerf arbitre. Tu veux dire quelque chose? Parce que Non, moi aussi j'avais pensé lire de Stefan Zweig d'Erasme, et puis j'ai cherché le livre dans ma bibliothèque, je ne le trouvais pas. Ensuite, j'ai cherché dans la Pléiade pour voir, j'ai vu que dans la Pléiade, j'ai Stefan Zweig dans la Pléiade, mais j'ai vu qu'il n'y a pas les biographies dans la Pléiade. Et puis ensuite, je suis arrivé à la conclusion que tout simplement, je n'avais pas ce livre. Je pouvais le chercher tant que je voulais. J'ai eu l'illusion d'avoir ce livre. Alors je suis allé sur YouTube, et là, j'ai vu toute une série de pasteurs et de prêtres qui parlent de cette relation, de ce... Ils ont un point de vue contraire l'un et l'autre. Ils ont un point de vue très différent. Oui, alors ce que je peux vous dire, si vous voulez juste, pour parler du... Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le livre de Stefan Zweig, donc là aussi, on lit ça, c'est génial, mais après, il faut se souvenir, il faut pouvoir... mais peut-être que, donc, c'est Stefan Zweig, donc, sur Erasme, l'humanisme et la renaissance d'Erasme, Luther et la réforme. Erik Erikson nous montre que Luther est passé complètement à côté de la Renaissance, ça doit être vrai. Lors de son voyage à Rome, de la partie artistique, il n'a rien vu de cette explosion artistique ça l'a pas intéressé. en Italie. Il avait, alors Erikson dit un peu méchamment, c'est peut-être parce que c'est un paysan allemand qui n'était pas sensible aux grandes œuvres. Mal dégressif. Donc il avait été envoyé à Rome par son monastère. Et ce sera décisif pour le tournant de Luther. Alors, d'après, voilà, donc, il n'a Erasme, humaniste et pacifiste, et vraiment pris par ses idées humanistes, n'a pas pris position pour ou contre Luther, même s'il était assez d'accord avec Luther. Il ne voulait pas se mettre en porte-à-faux avec le catholicisme. Alors il a écrit le libre arbitre auquel Luther a répondu, le cerf arbitre, qui est un livre que je voulais évidemment acheter, ça c'est moi j'ai une espèce de manie comme ça, mais il est épuisé ou très cher. Alors donc, non, tu le trouves dans la collection Folio. Je me demande si tu ne trouverais pas à la bibliothèque cantonale et universitaire. Oui, alors ça c'est sûr. Je l'ai acheté en livre de poche. Moi j'aime bien gribouiller les livres. Le cerf arbitre, j'ai pas... Tu l'as? Oui, je l'ai. Alors je l'ai presque amené aujourd'hui, mais je l'ai oublié, et en livre de poche. Non, si tu veux, je veux. Non.
Mais il va revenir. Mais Et il y a les deux, justement, le serre-arbitre et le libre-arbitre d'Erasme. Et tu as lu un peu? Non, bien sûr que non, j'avais tout prévu. Et puis j'ai commencé à lire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et ça m'a dévié. Ça, c'est encore un autre chapitre. C'est vraiment intéressant tout ça. Hein, on ne s'arrête pas en semaine. C'est comme on comprend Erickson qui va dans toutes les directions parce que dans nos lectures, on est allé dans toutes les directions. Exactement. Alors, je vous lis un passage, si vous voulez, d'Erasme, d'accord, de Stefan Zweig, qui s'appelle, c'est le chapitre, donc ça c'est sur Erasme, mais il y a bien sûr un chapitre sur Luther qui s'appelle Le grand adversaire. Alors, je vous lis, j'ai sélectionné une ou deux pages. Parmi les lettres d'approbateurs et d'admirateurs qui encombrent le bureau d'Erasme, il en est une de Spalatin, le secrétaire de l'électeur de Saxe, datée du 11 décembre 1516, donc un an avant les fameuses 95 thèses. Voilà. Donc ce Spalatine lui fait savoir qu'il connaît un jeune moine augustin qui, tout en éprouvant pour lui, Erasme, la plus haute estime, ne partage pas son sentiment au sujet du péché originel. Il n'est pas d'avis de l'avis d'Aristote, à savoir qu'on est juste lorsqu'on agit avec justice. Il croit qu'on est juste que lorsqu'on est en état d'agir avec justice. Il faut tout d'abord, dit ce jeune moine, que l'individu soit transformé, les œuvres viennent ensuite. C'est quand même assez intéressant, il faut être transformé. C'est anti-intuitif cette question, complètement. Mais c'est magnifique. Ouais. Il faut qu'on soit transformé de l'intérieur pour être pur, c'est la pureté. Et pour qu'on puisse aimer purement, tant qu'on n'est pas, et de dire que c'est les œuvres ou bien des comportements justes, ça suffit pas. Donc il faut être transformé, ça c'est la position de Luther. C'est ce que dit Zweig, qui a beaucoup étudié aussi, qui a vraiment bossé. Et Calvin va beaucoup plus loin que Luther dans cette histoire. Il cite, Zweig cite la lettre que Spalatine a écrite à Erasme. Il faut, dit-il, que l'individu soit transformé, les œuvres viennent ensuite. Non, mais c'est toute l'intériorité, la pénétration du psychique par une idée de pureté par un dieu ou par un diable. C'est effrayant. C'est angoissant. C'est effrayant. Je prendrai une photo pour me gouverner de ce passage. Si tu veux. Ah, mais termine. D'accord. Mais il est tout connu. Hein. Non, mais c'est très bien. D'accord. Alors, d'accord. Cette lettre est un document historique. C'est en effet la première fois qu'Erasme entend parler du docteur Martin Luther, car le moine en question, encore obscur à l'époque, n'est autre que lui. Donc en 1516, un an avant, il était obscur. Chose remarquable, l'objection de Luther touche déjà au cœur du problème qui fera plus tard des ennemis de ces deux grands paladins de la Réforme, donc Erasme et Luther. C'est vraiment un bouquin génial, hein. Enfin, moi j'ai adoré. Bon, il faut dire que Zweig est vraiment formidable. Voilà, et puis je peux lire, je vais te le passer, je vais lire page 112, un autre chapitre, un autre passage. Du jour au lendemain, le nom de Luther, à l'égal du nom d'Erasme, est cité partout comme celui du plus ardent défenseur de la liberté théologique. Avec un instinct génial, cet homme bientôt populaire a touché le point sensible, l'endroit précis où le joug de la curie blesse le plus douloureusement le peuple allemand. Il s'est attaqué aux indulgences. Il n'y a rien qu'une nation supporte plus malaisément que le tribut imposé par une puissance étrangère. Hein, pour l'Allemagne et c'était une puissance étrangère, alors que c'était le Saint-Empire romain germanique. Oui, c'est ça, c'est pour ça que... C'était des étrangers. Là, on est dans le politique. Ah oui, mais le politique, c'est plus que le politique, à mon avis. C'est aussi l'identité, la reconnaissance, enfin, il me semble. Oui, mais politique et culturel vont ensemble. Il était très nationaliste. Oui, c'était une période de nationalisme et d'origine même des nations. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça il touche sur un point de théologie, etc. Mais finalement, ça touche sur la région comme outil de pouvoir pour imposer ces hommes ailleurs. C'est pour ça que j'ai que c'est politique.
C'était extrêmement important pour le prince allemand, cette question. Ça veut dire il l'utilisait, il s'appuyait sur la théologie pour pouvoir justifier la séparation de l'Allemagne on connaît ça, de l'Empire romain. Ça nous parle quand même aujourd'hui. Mais par contre, l'autre aspect politique, justement, de lutter contre le joug, la féodalité, et puis avoir une émergence, quand on parle des guerres des paysans, je crois que c'était aussi des bourgeois, enfin ça réunissait pas mal de gens, des classes émergentes qui luttaient pour. Oui. Ça a été complètement balayé par contre. Ça a été balayé par quoi? On aurait très bien pu imaginer que la réforme religieuse amène aussi une réforme de classe et puis qu'il y ait une alliance. Les bourgeois mettront quelques années à y arriver. Mais c'était vraiment dans l'époque. En France, c'est 1789. Il leur faudra 200 ans. Mais c'était le début, non? Enfin, oui, je pense. Alors, le passage, je suis, juste ce passage, après je m'arrête, et Luther, par son attitude... Alors, les indulgences. Et Luther, par son attitude résolue, fit éclater cette crise. Rien ne démontre plus clairement que ce n'est pas le blâme d'un abus qui est décisif, au point de vue historique, mais bien l'expression donnée à ce blâme. Erasme et les autres humanistes avaient eux aussi exercé leur verve contre les indulgences, ces exemptions de purgatoire, mais la raillerie et l'esprit de Erasme et des autres ne peuvent que désagréger. Ils sont incapables de susciter des forces nouvelles en vue d'une action créatrice. Luther, au contraire, nature dramatique, peut-être la seule vraiment dramatique de l'histoire allemande, dit Zweig, par une sorte d'instinct primitif, sait s'emparer d'un sujet avec l'énergie voulue, la rage, la colère, je ne sais pas, peut-être plus que l'énergie voulue, et se faire comprendre de tout le monde. Dès le début, il possède le génie d'un conducteur de foule. C'est bien parce que vraiment, Zweig adore Erasme, il se sent proche en tant que pacifiste, tout ça, mais il est suffisamment subtil et intéressant, il est assez génial, je trouve, ce Zweig, pour dire, c'était bien beau ces histoires d'Erasme et des humanistes, mais en fait, c'était des pacifistes, ils étaient totalement utopiques et inutiles, enfin, ils ne servaient à rien. Ils ont eu rien du tout, c'était des mots. C'est quand même pas mal. En politique, la colère, elle est plus efficace que... peut-être que la foi. Et puis un Allemand un peu qui a pris les trucs en main. Non mais voilà, je trouve qu'on peut terminer sur Zweig qui est... Oui. Ok. C'est formidable. Alors merci beaucoup. Merci à vous.